Le sang de l'Olympe, héros de l'Olympe, tome 5, de Rick Riordan, traduit de l'anglais par Mona de Pracontal, lu par Benjamin Bollen. Après avoir combattu dans le temple souterrain d'Hadès, s'il y avait bien une chose que Jason ne souhaitait pas, c'était frayer de nouveau avec des esprits maléfiques. Mais il en allait de l'issue de leur quête. L'équipage de l'Argo II avait une grande décision à prendre. S'ils se trompaient, ils échoueraient, et le monde entier serait livré à la destruction. La lame du poignard de Piper, les pouvoirs magiques d'Hazel, l'intuition d'Annabeth, tous s'accordaient pour dire que la réponse se trouvait à Ithaque, dans l'ancien palais d'Ulysse où une horde d'esprits maléfiques s'était rassemblée pour attendre les ordres de Gaïa. Le plan, c'était de s'infiltrer parmi eux, d'apprendre ce qui se tramait et de décider de la stratégie à adopter. Ensuite, de s'esquiver, vivant de préférence. Annabeth rajusta sa ceinture dorée. « J'espère que nos déguisements vont tenir la route, » dit-elle. « De leur vivant, les prétendants n'étaient pas des tendres. S'ils découvrent qu'on est des demi-dieux, la magie d'Hazel va fonctionner, » affirma Annabeth. Jason s'efforça d'y croire. Les prétendants. Une centaine d'assassins parmi les plus cupides, les plus sournois que la terre ait jamais portés. Lorsqu'Ulysse, le roi d'Ithaque, avait été déclaré disparu après la guerre de Troie, cette bande de princes de bas étage avait envahi son palais et refusé de partir, chacun espérant épouser la reine Pénélope et s'emparer du royaume. Ulysse était parvenu à rentrer en secret et il les avait massacrés jusqu'au dernier, ce qui s'appelle un retour paisible à la maison. Mais si les visions de Piper reflétaient bien la réalité, les prétendants étaient revenus hanter le lieu de leur mort. Jason avait du mal à croire qu'il allait bel et bien visiter le palais d'Ulysse, un des héros grecs les plus célèbres de tous les temps. Mais il faut dire que depuis le début, cette quête n'était qu'une succession de coups de théâtre. Annabeth elle-même revenait tout juste de l'abîme éternel du Tartare. En pensant à cela, Jason estima qu'il ne devait peut-être pas se plaindre d'être changé en vieillard. « Il prit appui sur sa canne. « Si j'ai l'air aussi vieux que je me sens, mon déguisement doit être parfait. Allons-y. » Ils se remirent en chemin. Jason sentait la transpiration couler dans son cou. Ses mollets lui faisaient mal et, malgré la chaleur, il fut pris de tremblements. Pire, malgré tous ses efforts, il ne pouvait s'empêcher de penser à ses rêves les plus récents. Depuis la maison d'Hadès, ils étaient encore plus pénétrants. Parfois, Jason se voyait debout dans le temple souterrain des Pires, dominé par la silhouette massive du géant Clytios qui lui parlait à travers un chœur de voix désincarnées. « Vous avez dû vous y mettre à vous tous pour me vaincre. Comment ferez-vous quand notre mère, la terre, aura rouvert les yeux ?» D'autres fois, Jason se retrouvait en haut de la colline des Sans-Mêlés. Gaïa la terre-mère émergeait. Sa silhouette se dessinait dans un tourbillon de terre, de feuilles et de cailloux. « Mon pauvre enfant !» Sa voix résonnait loin dans la colline, faisant trembler le sol sous les pieds de Jason. « Ton père est le premier d'entre les dieux. Toi, tu es toujours le numéro 2. Le faute de mieux. Pour tes camarades romains, pour tes amis grecs, et même dans ta famille. Comment prouveras-tu ta valeur ? » Le pire de ses rêves commençait dans la cour de la maison du loup à Sonoma. La déesse Junon se tenait devant lui, brillante avec l'éclat de l'argent fondu. « Ta vie m'appartient !» tonnait-elle. « Zeus me l'a offerte dans un geste de conciliation. » Jason savait qu'il ne devait pas regarder, mais il restait incapable de fermer les yeux pendant que Junon rayonnait telle une supernova pour révéler sa véritable forme divine. Une douleur cuisante déchirait le cerveau de Jason. Son corps se consumait épaisseur par épaisseur comme un oignon. Puis, la scène changeait. Jason était toujours à la maison du loup, mais c'était maintenant un petit garçon de moins de 2 ans. Une femme était agenouillée devant lui. Son odeur légèrement citronnée lui était si familière.
Les traits de son visage étaient flous et embués, mais il connaissait bien sa voix, vive et cassante comme une très fine couche de glace recouvrant un cours d'eau rapide. « Je vais revenir te chercher, mon chéri, » disait-elle, « très bientôt. » Chaque fois que Jason se réveillait de ce cauchemar, son visage était couvert de sueur et ses yeux pleins de larmes. Nico di Angelo l'avait prévenu. La maison d'Hadès remuait les souvenirs les plus douloureux, vous faisait revoir et réentendre des choses du passé. Leurs fantômes devenaient nerveux et impatients. Jason avait espéré que ce fantôme-là s'abstiendrait de revenir, mais chaque nuit le cauchemar empirait. À présent, il grimpait vers un palais en ruine où une armée de fantômes s'était réunie.